Maintenant. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. On va parler de la prééclampsie et de l'intra-osseuse. Donc, le premier sujet il est plus théorique, tandis que le deuxième sujet il va être plus pratico-pratique. C'est plus facile à suivre. Donc, le format, on va viser environ 15 à 20 minutes par présentation avec 5 minutes de questions. Puis l'objectif, c'est que ça dure environ 45 minutes maximum au total. Puis par la suite, si, après avoir écouté la présentation, si vous avez des commentaires sur le format, est-ce que c'était long, c'était pas assez long, c'était trop court, des trucs comme ça, vous pourrez envoyer des courriels à Valérie Farran pour donner des commentaires pour qu'on change le format des présentations. Donc, première présentation sur la prééclampsie. Donc, l'objectif, c'est qu'on va reviser un petit peu c'est quoi la physiopathologie de cette maladie-là, définir exactement c'est quoi qu'on veut dire par prééclampsie, éclampsie, c'est quoi les signes et symptômes, puis comment on va traiter ça. Donc, principes généraux. Prééclampsie, ça veut dire une femme enceinte au deuxième trimestre ou plus qui se présente avec de la haute pression et des protéinuries. Lorsqu'on parle de prééclampsie sévère, ça veut dire qu'il y a une atteinte d'organes en plus du diagnostic de prééclampsie. Et finalement, quand on parle d'éclampsie, c'est la complication qu'on redoute le plus de cette maladie-là et c'est de la prééclampsie avec des convulsions tonico-cloniques. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de prééclampsie quand on est un département d'urgence? La majorité du temps, ces patientes-là vont être hospitalisées en obstétrique ou bien aux soins intensifs. Par contre, ça va quand même arriver qu'ils vont rester à l'urgence pour un certain temps, ou bien que c'est des femmes enceintes qui n'avaient pas été diagnostiquées avant. Et dernièrement, bien, ça se peut aussi qu'on soit appelé à l'étage pour un code bleu ou pour un code mauve, donc ça vaut la peine de connaître ces maladies-là. Est-ce que c'est fréquent la prééclampsie? En fait, c'est très, très fréquent. Là. Ça serait environ 5 des grossesses, donc environ une grossesse sur 20 démontre de la prééclampsie. La pathophysio, la prééclampsie, ce n'est pas compris à 100 Par contre, on a un schéma ici qui permet de comprendre le gros de la maladie puis qui nous explique un petit peu plus les complications qu'on peut retrouver. Donc, ça commence par un placenta qui est implanté de façon anormale et le flot au niveau de l'utérus et du placenta va être diminué. Le placenta va réagir à ça en sécrétant plein de médiateurs inflammatoires dans la circulation maternelle et tous ces médiateurs-là inflammatoires vont agir sur l'endothélium vasculaire de la mère. Donc, quand on comprend ça, on parle de l'endothélium vasculaire, ça va inclure tous les organes du corps humain qui sont vascularisés. Donc, ça devient une atteinte vasculaire qui va être une atteinte multisystémique. Quels organes qui peuvent être atteints en prééclampsie? Principalement, ce qu'on va retrouver, c'est la haute pression puis une atteinte des reins. Donc, la haute pression est expliquée par le fait qu'il va y avoir une atteinte directement des vaisseaux par ces médiateurs-là inflammatoires. Puis en plus, quand il va y avoir une atteinte rénale, bien, les reins sont l'organe qui sont responsables de gérer la pression. Donc, ça explique la haute pression. L'atteinte rénale explique aussi pourquoi on va retrouver des protéines dans l'urine. Puis les autres organes qu'on peut trouver qui peuvent être atteints, surtout si on a une prééclampsie sévère, on parle du cerveau, on parle du foie, donc des hépatites, au niveau pulmonaire, hémato, et il y a même d'autres organes. Donc, quand est-ce qu'on doit suspecter une prééclampsie? Bien, c'est un diagnostic qu'on peut seulement poser après 20 semaines de grossesse. Donc, ça va être au deuxième, troisième trimestre ou bien en postpartum. Dans plus de 90 des cas, c'est après 34 semaines. Donc, la prééclampsie, ce n'est pas une maladie du premier trimestre, c'est vraiment deuxième, troisième trimestre. Quand on parle de postpartum, c'est un peu le même principe que l'embolie pulmonaire postpartum. Donc, combien de semaines postpartum on peut s'attendre à retrouver des embolies pulmonaires? Bien, on parle souvent autour de 6 semaines. C'est le même principe pour la prééclampsie. On peut avoir la prééclampsie postpartum jusqu'à 6 semaines. Bien, dans le cas de la prééclampsie, c'est souvent dans le premier 48 heures postpartum. Donc, on définit une prééclampsie comme une femme enceinte qui présente une nouvelle hypertension avec une protéinurie. Donc, classiquement, ça va être simplement des protéines qui sont présentes à l'analyse d'urine. Puis quand il y a un doute, donc une espèce de zone grise, bien, on pourrait faire une collecte de 24 heures. Donc, j'ai déjà vu de la médecine interne dans le département d'urgence prescrire la collecte de 24 heures des urines pour voir la quantité de protéines qui sont excrétées par les reins. Quand on parle de haute pression, en fait, c'est les mêmes critères que dans la population en général. Donc, 140 de systolique, 90 de diastolique. C'est un petit peu plus compliqué chez les femmes enceintes qui présentaient déjà de la haute pression, donc une haute pression qui était préexistante avant 20 semaines de grossesse. Ça va être un défi pour nous. Donc,
Quand les femmes enceintes se présentent à 26 semaines de grossesse, bien, des fois, on n'a pas accès au dossier obstétrical. Donc, on ne sait pas trop les pressions de la patiente ressemblaient à quoi avant. Donc là, ça devient difficile pour nous de savoir, c'est-tu de la haute pression chronique ou bien c'est de la prééclampsie de novo, ou bien c'est de la haute pression chronique sur laquelle on surimpose une prééclampsie, ce qui est un diagnostic quand même probable parce que la haute pression chronique avant la grossesse est un facteur de risque de prééclampsie. On parle de prééclampsie sévère quand il y a une atteinte d'organes. Ça serait présent dans à peu près jusqu'à 25 des prééclampsies qui peuvent devenir sévères. Donc, quand on parle d'atteinte d'organes, on a parlé tantôt d'une atteinte hématologique, donc ça peut être des plaquettes qui seraient en bas de 100 000. Ça peut être une atteinte hépatique, donc une augmentation des enzymes hépatiques, mais aussi on peut réellement avoir une clinique d'hépatite, donc une patiente qui a mal à l'hypocondre droite, peut avoir des symptômes visuels, donc, comme par exemple causés par un vasospasme rétinien. Donc là, c'est l'atteinte de l'endothélium des vaisseaux des yeux, une insuffisance rénale, un édème pulmonaire et une céphalée sévère, donc un espèce de thunderclap, qui peut être causé par plusieurs mécanismes. Ça peut être un vasospasme cérébral, mais ça peut être aussi un saignement intracrânien qui peut être causé par la prééclampsie sévère. Aussi, s'il y a une autre pression très, très sévère, ça va être un autre critère pour parler de prééclampsie sévère. Donc, c'est même possible d'avoir une prééclampsie sévère sans avoir de réelle protéinurie. Quand on parle du syndrome de HELP, HELP, c'est simplement un acronyme pour se rappeler du syndrome. C'est une forme de prééclampsie sévère. Donc, le HELP, c'est quoi? C'est de l'hémolyse, donc une baisse de l'hémoglobine, une augmentation des enzymes hépatiques et une baisse des plaquettes. Puis la haute pression en HELP peut être moins sévère. La majorité du temps, le syndrome de HELP va être traité comme les autres formes de prééclampsie sévère. Donc, la complication qu'on redoute, c'est vraiment l'éclampsie. L'éclampsie, c'est de la prééclampsie avec des convulsions. Puis on parle de convulsions qui ne sont pas subtiles. C'est des convulsions tonico-cloniques généralisées. Donc, ce n'est pas très, très fréquent que les patients vont être en prééclampsie et aller directement en éclampsie. La majorité du temps, ça va être plus les prééclampsies sévères qui vont finir par faire de l'éclampsie. Défi clinique, c'est que si on a une patiente de 36 semaines de grossesse pour laquelle on n'a pas de dossier qui se présente en convulsion, bien là, on va se poser la question de est-ce qu'elle convulse sur une éclampsie ou bien elle convulse sur les autres causes de convulsions qu'on peut retrouver à l'extérieur de la grossesse. Donc, ça se peut qu'on décide de traiter autant pour l'éclampsie que traiter pour les convulsions plus standards. Donc, c'est quoi le traitement de la prééclampsie? Le vrai traitement, c'est de retirer le placenta. On a expliqué que c'est probablement le placenta qui sécrète tous les marqueurs inflammatoires. Donc, on veut retirer le placenta le plus vite possible. Mais là, ça va être une question de ratio de coût-bénéfice. Donc, on va regarder à quel point que le bébé est mature et à quel point que la prééclampsie est sévère. Donc, les facteurs qu'on va regarder, c'est est-ce que la grossesse est 34 semaines ou plus? Donc, on sait autour de 34 semaines, il y a une maturité pulmonaire des bébés. Est-ce qu'il y a des retards de croissance du bébé? Est-ce que c'est une prééclampsie sévère ou c'est une prééclampsie asymptomatique? Donc, par exemple, si c'est une prééclampsie légère, puis c'est une grossesse en bas de 34 semaines, habituellement, ils vont vouloir faire juste une observation, puis ils ne déclencheront pas un accouchement. Puis si la patiente va très, très bien, ça peut même arriver qu'ils décident de faire une observation à la maison avec un suivi rapproché. Si c'est une grossesse entre 34 et 36 semaines, on a une espèce de zone grise, donc ça va être du cas par cas. Si c'est en haut de 37 semaines, bien, ils vont déclencher un accouchement ou bien aller en césarienne, étant donné que le bébé est bien formé. Parlant de haute pression. Donc, le traitement de la haute pression, c'est surtout si on a une haute pression qui est sévère. On va utiliser les molécules dont on est plus familier avec le labétalol, l'hydralazine et la nifedipine, on les utilise très rarement à l'urgence. Donc, mon premier choix, ça serait simplement du labétalol qui est sécuritaire en grossesse. Par contre, oui, on veut traiter l'hypertension, mais ce n'est pas une urgence. Traiter l'hypertension, malheureusement, ne prévient pas l'éclampsie. Donc, si on a une patiente qui est connue pour prééclampsie, qui se présente avec l'urgence pour des symptômes X, puis la pression est à 165 de systolique, oui, on veut qu'elle soit évaluée rapidement par un médecin. Oui, on va vouloir lui prescrire du labétalol. En même temps, il n'y a pas d'urgence. Si on baisse sa pression 30 minutes plus tôt, ça ne changera rien au devenir, ça ne diminuera pas nos risques qu'elle convulse plus tard. Si la patiente se met à convulser, donc là, on va traiter avec le sulfate de magnésium. Donc, le sulfate de magnésium, c'est la molécule qui a été le plus étudiée en éclampsie.
puis qui est la plus efficace. Donc, les autres traitements qu'on connaît pour les convulsions, là, des benzodiazépines comme l'Ativan, du Dilantin, du Keppra, ça ne fonctionne pas bien en éclampsie. Par contre, le sulfate de magnésium, ça marche super bien. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que ça marche bien. Par contre, on ne comprend pas exactement pourquoi ça fonctionne. Donc, possiblement que ça peut stabiliser les membranes, ça augmente possiblement le seuil convulsif, il y aura un effet vasodilatateur. Probablement que l'effet final, c'est un composite de toutes ces affaires-là. Quand on parle de sulfate de magnésium, on parle d'une dose de 6 grammes de magnésium sur 20 minutes, suivie d'une perfusion de 2 grammes à l'heure. On va prendre quelques secondes pour regarder ces chiffres-là. Là. C'est des doses faramineuses. Quand on a un patient qui souffre d'une hypomagnésémie chronique et qu'on veut faire une réplétion, on y va souvent avec des doses de 2 grammes sur 2 heures ou 5 grammes sur 5 heures. Si on a un patient qui est en bronchospasme sévère, on peut donner du magnésium parce que ça a un effet bronchodilatateur. On parle souvent d'une dose de 2 grammes sur 20 ou 30 minutes. Puis là, on parle de 6 grammes sur 20 minutes, donc quand même 3 fois plus, la dose 3 fois plus élevée. Les autres traitements de l'éclampsie, ben, ça va être déclencher un accouchement ou aller pour une césarienne, donner des corticostéroïdes. Si c'est une grossesse en bas de 34 semaines, les corticos, le but, c'est de faire une maturité des poumons du bébé. Si on a un doute sur le diagnostic, donc tantôt, je vous ai donné un cas d'une patiente pas connue de 36 semaines de grossesse qui convulse, bien, ça se peut qu'on décide de traiter avec de l'Ativan, puis en plus donner du sulfate de magnésium en se disant on traite les différentes causes. Et un monitoring qui risque d'être aux soins intensifs. Si la patiente présente une prééclampsie sévère, habituellement, on va traiter ça comme une éclampsie, donc on va vouloir faire un accouchement rapide et donner du magnésium. Donc, on donne des doses très, très importantes de magnésium. Il peut y avoir des effets secondaires du magnésium. Donc, le premier effet, c'est qu'il peut y avoir une baisse de tension transitoire. Et le deuxième effet, c'est qu'après quelques heures, on va avoir fait un loading de magnésium très, très important. Là. Donc, si notre patiente est dans l'urgence depuis 3 heures, puis on a donné 6 grammes suivi de 2 grammes à l'heure, 3 heures plus tard, elle a reçu 12 grammes de magnésium. Puis, à des doses comme ça, on peut avoir des arythmies et même des arrêts cardiaques. Heureusement, il y a un truc qu'on peut faire pour prévenir les arrêts cardiaques. C'est de prendre les réflexes ostéotendineux. Donc, on sait, quand on regarde un peu l'intoxication au magnésium, une intoxication légère, ça va être une perte des réflexes ostéotendineux. Une intoxication plus modérée, on va avoir une dépression respiratoire. Puis l'intoxication très, très sévère, on est rendu en arythmie puis en arrêt cardiaque. Donc, soyez pas surpris si vous êtes dans les baies et qu'on a une patiente en prééclampsie sévère qui reste dans notre département pour une couple d'heures, qu'on prescrive de faire les réflexes ostéotendineux et regarder le rythme respiratoire à chaque heure ou 2 heures pour justement éviter des signes cliniques d'intoxication au magnésium. Parlant des réflexes ostéotendineux, une petite photo à droite, 2 petits points, là, puis ça ne s'applique pas juste dans des cas d'intoxication au magnésium, c'est juste en général si vous faites des réflexes pour des patients pour des symptômes neurologiques. Il faut que le membre soit détendu. Donc, si la patiente, à chaque heure, on lui fait des réflexes, ça se peut qu'elle commence à se tendre. Donc, un des trucs, c'est juste de jaser avec le patient pendant qu'on prend les réflexes. Puis un autre petit truc, c'est qu'il ne faut pas que le membre soit en extension complète. Donc, il faut toujours qu'il y ait une petite flexion du genou. Le genou n'a pas besoin d'être fléchi à 90 degrés. On n'a pas besoin de faire asseoir le patient sur le bord de sa civière pour prendre les réflexes. Mais ça peut être bien de soit, comme dans l'image ici, de simplement mettre notre bras en dessous de la jambe pour faire une petite flexion ou de mettre un piquet ou un oreiller pour avoir cette petite flexion-là. Donc, une fois qu'on part le magnésium pour traiter une prééclampsie sévère ou une éclampsie, est-ce qu'on a besoin de faire des laboratoires de contrôle de magnésium? La réponse, c'est que dans la majorité des cas, ça ne sert à rien de faire des laboratoires de contrôle parce qu'il n'y a pas, dans la littérature, il n'y a pas eu de seuil visé. Donc, on ne peut pas dire quand ton magnésium est en haut de temps, tu es protégé. Non, on essaie d'en donner le plus possible. Et la toxicité ne corrélait pas avec un seuil direct. Donc, qu'importe le chiffre de magnésium que ça va nous amener, le magnésium va être augmenté. Ça ne pourra pas nous dire si c'est protecteur et ça ne pourra pas nous dire non plus si notre patient est intoxiqué. L'intoxication, ça va être vraiment en regardant les réflexes. Donc, en conclusion, la prééclampsie, c'est une maladie qu'on va retrouver en haut de 20 semaines de grossesse et possiblement aussi dans la période postpartum. Il n'y a pas de prééclampsie au premier trimestre, donc ça ne doit pas vous inquiéter. Quand on regarde la prééclampsie jusqu'à l'éclampsie, c'est un spectre de maladie.
Donc, quand on regarde l'aspect plus bénin, c'est une prééclampsie chez une femme qui présente un peu de haute pression, des protéines dans l'urine, mais qui est complètement asymptomatique. Ça se peut qu'on décide de simplement l'observer. Prééclampsie sévère, syndrome de HELP, à ce moment-là, on va avoir une atteinte d'un organe. Et la fin du spectre, c'est vraiment l'éclampsie avec les convulsions tonico-cloniques. Le traitement de ça, comme on a parlé, si c'est une prééclampsie puis que c'est une grossesse en haut de 37 semaines, ça va être un accouchement rapide. Et en bas de 37 semaines, ça va être une gestion cas par cas. Si la patiente présente une prééclampsie sévère ou bien de l'éclampsie, ça va être un traitement avec du magnésium, donc souvent 4 à 6 grammes sur 20 minutes, suivi de 2 grammes à l'heure. Et étant donné qu'on donne des hautes doses de magnésium, ce qui est important, c'est de suivre les réflexes ostéotendineux. Donc, merci. On va prendre maintenant les questions-commentaires. Et après la présentation, si vous avez des commentaires que vous voulez faire de manière anonyme là, pour qu'on améliore nos capsules, n'hésitez pas à écrire à Valérie Farran. Son courriel est juste en bas. Merci.